sont avec moi, donc avec Jean-François Laurent. Jean-François qui travaille au sein de la maison Alpicaire, qui fait de la guidance parentale, mais Jean-François, tu as plein d'autres cordes à ton arc. Tu as été chef, tu as travaillé dans l'enseignement pendant 30 ans en tant qu'enseignant, directeur d'établissement. Enseignant spécialisé. À chaque fois, je me trompe. Oui. Voilà, tu es à l'initiative d'un dispositif pour enfants précoces, je crois, au sein de l'établissement que tu as dirigé. Et puis, tu es auteur, tu es conférencier et tu es formateur et tu travailles beaucoup en accompagnement sur la parentalité. Et à ma gauche, nous sommes très heureux de partager ce moment aussi avec le docteur Olivier Repol. Olivier, tu es pédopsychiatre et tu es dirigeant du centre de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent avant. Tu t'occupes aussi du centre de référence des troubles d'apprentissage. C'est un centre qui est également un centre de référence des troubles d'apprentissage. C'est ce que je me dis. Voilà, exactement. Vous connaissez bien Et Carole, on présente peut-être Carole, on est content de se retrouver avec toi. Carole, donc, qui est médecin scolaire, je prends la partie médicale, qui est médecin scolaire, qui a participé à mon DU il y a quelques années, il y a combien de temps, de troubles d'apprentissage, était quand même très affûtée sur ce sujet-là. Et puis, alors, elle n'est pas médecin scolaire. Non. Voilà, médecin scolaire dépendrait de l'éducation nationale. Ouais. Moi, je la qualifie de médecin humaniste. D'accord. Et elle est responsable à Alpicaire du pôle RSA, Ok. scolaire anxieux. Elle est également sur la problématique des troubles de développement. Une montée en puissance incroyable. Est-ce qu'il y a sur la tête Je connais un tout petit peu le potentiel aussi, voilà. je crois. Alors voilà, ce que j'allais dire, elle est quand même aussi présidente de l'Association française d'enfants précoces, en tout cas présidente de la région, non mais de la région, la région, mais comme c'est la région centrale sur le potentiel, au niveau de la francophonie, c'est pour ça que je se permettre. Bon, en tout cas, c'est vraiment un plaisir d'être là, merci à toutes, merci Julie aussi. Et voilà, je pense qu'on va faire comme d'habitude un partage d'expérience. Et on a des petites choses à dire, mais on a aussi des petites choses à se demander, à se poser comme question, parce que quand on a chacun nos domaines, eh bien, c'est toujours très enrichissant de bénéficier des expériences des uns et des autres. Moi, j'aurais envie de te demander, Olivier, comment ça s'est passé, là, le déconfinement, tes patients, quel ressenti il y a, qu'est-ce que tes expériences, tes consultations à l'hôpital, comment vont tes jeunes? Alors, c'est extrêmement intéressant parce que avant de parler du déconfinement, il faut parler du confinement. C'est-à-dire que le déconfinement et son impact sur ce qui s'est passé, est particulièrement lié à la qualité ou pas du confinement. Donc, le confinement, il a été à géométrie variable. C'est-à-dire que c'est pas pareil d'être confiné déjà pour un enfant, si on est en maternelle, si on est en primaire, si on est au collège ou au lycée. Pas pareil d'être confiné si on est dans un appartement où il n'y a pas de balcon, ou dans un appartement où il y a un balcon. Une maison, mais globalement, globalement, alors on est très inquiets, nous, les médecins en particulier, dans le centre de référence, par rapport aux enfants ici, par rapport aux enfants TDAH, agités, nos enfants potentiels, on dit qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans cette espèce de code milieu où ils vont être regroupés, y compris quelque part. Et on était des consultations régulières au téléphone pour prendre des nouvelles. Et au fil du temps, au fil des semaines, au fil des mois, on s'est aperçu que non seulement ça se passait pas mal, mais ça se passait même bien. Ça se passait tellement bien qu'on se posait la question de comment on va en sortir de cette affaire. Donc voilà mon impression. Je vais vous dire, sur 100% de mes patients sont tous à besoin pédagogique et éducatif particulier, peut-être de leur potentiel, de leur trouble de 10, de leur trouble neurodéveloppemental. Je dirais qu'il y en a 98% pour lesquels ça s'est très bien passé. Oui. Moi, je te rejoins aussi de tous les patients que j'ai pu contacter effectivement pendant cette période. Il y en a pour qui ça a été compliqué, mais globalement, pour la plupart, ça s'est plutôt bien passé. En fait, on se retrouvait dans un petit cocon. On était chez soi, et puis et effectivement, à la sortie du confinement, ils étaient pas si... Ils s'étaient fait des idées, ne serait-ce que, moi, mes ados,
On avait tout un tas d'idées, mais au moment du déconfinement, finalement, ils n'étaient pas si pressés que ça de sortir parce que c'était confortable d'être à la maison, on était en sécurité, on était bien. Et oui, et moi je pense aussi aux enfants qui sont effectivement, on a beaucoup d'enfants qui sont en refus. Enfin, je suis ici, beaucoup d'enfants en refus scolaire, des enfants au potentiel aussi. Et au niveau scolaire, ils s'y sont retrouvés aussi. Il y en a beaucoup qui se sont retrouvés. Il y en a pour qui ça a été compliqué, mais il y a beaucoup d'enfants qui ont pu travailler. J'en ai encore eu un en consultation cette semaine, pas plus tard qu'hier, qui me disait que du coup, il a travaillé à son rythme. Du coup, et puis avancer, approfondir, s'autoriser à faire des choses que en tant que courant, on ne peut pas ou n'ont pas envie de faire parce que c'est compliqué pour eux. On peut résumer quand même l'affaire en disant ces aménagements pédagogiques qu'on essaye de faire à l'école quotidiennement avec la majorité des enseignants maintenant arrivent à mettre en place. Depuis 10 ans, ça a quand même bien évolué, mais c'est quand même compliqué d'avoir une hétérogénéité d'une classe. Toi qui es dans le milieu enseignant, quand tu as 20% de ta classe qui a besoin qu'on le mette dans une situation particulière devant s'il a un groupe d'attention, qu'on ne lui fasse pas lire devant tout le monde s'il est dyslexique, qu'on essaie de l'intéresser s'il a un potentiel, c'est quand même compliqué pour un enseignant. Et là, d'un seul coup, ils avaient leurs aménagements pédagogiques tout seuls, à la carte, à la maison, plus la découverte de leurs parents qui étaient là à côté en télétravail. Donc, tiens, on travaille, quel travail aussi, et on travaille tous ensemble. Et c'était vraiment une expérience extrêmement intéressante. Oui, il y a eu un apprentissage à mener au début pour s'ajuster, y compris du côté des profs. Ah oui. Ils ont dû apprendre ce nouveau métier, de ne plus avoir leurs élèves devant eux, mais de les avoir loin, et de lâcher un certain nombre de points. Et il fallait que les enfants et les parents se réajustent avec, au départ, l'idée de il faut faire comme à l'école, mais amener complètement les contraintes de l'école. Et là, c'était une erreur. Mais nous-mêmes, on a dû réfléchir aussi pour savoir comment s'adapter. Et du coup, on les a amenés à dire non, quel est l'avantage? Votre enfant, il a besoin de gigoter, il peut gigoter. Il a besoin de travailler, il est meilleur de 10h à midi plutôt que de 14 à 16, il travaille de 10h à midi. Il n'a pas besoin d'attendre les autres. Et puis, s'il a un nez rouge sur le bout du nez, peu importe. Et du coup, en plus, pour ces enfants à trouble de neurodéveloppement 10 ou HP, vous pouvez aller à la vitesse qu'il plaît. Et du coup, une fois qu'avec les parents s'ajustaient, parce qu'au départ, il faut calquer également les horaires de l'école. Là, encore une nouvelle fois, c'était pas forcément une bonne idée. C'est non, l'enfant va tellement vite qu'en 2 heures, on a réfléchi en 2 heures, en 3 heures, ça suffisait largement pour aller beaucoup plus vite. Et ça a redonné du temps accéléré et du temps aussi à prendre le temps de leur laisser apprendre. Moi, un des points que je dis, c'est qu'on a réappris à arroser la plante plutôt qu'à tirer sur la tige. Et du coup, quand on réarrose, si on veut avoir les fruits, il faut attendre que la terre soit imbibée, que la fleur humide. Et du coup, ces élèves, ils ont pu progresser beaucoup plus vite que la moyenne. Ce qui leur a manqué malgré tout, c'est le côté ouverture, parce qu'ils étaient quand même repliés. Et du coup, ou qu'avec des jeunes formatés comme eux ou non formatés comme eux, je ne sais pas comment on peut dire. Et du coup, là, pour moi, il y a eu un manque. Le déconfinement a posé un problème, et a posé un problème prof. Énorme, parce que ça faisait 2 mois qu'ils avaient appris à bosser différemment. J'ai vu des trucs, des situations remarquables avec des profs qui faisaient 1, 2 lives par jour avec leurs élèves qui étaient en lien, qui envoyaient des photos, qui envoyaient des dossiers, vraiment des choses magnifiques. Ils s'étaient calés. Et là, on leur dit non, il faut revenir à l'école. Mais les conditions pour apprendre n'y sont pas. Et là, c'est catastrophique. Pour l'école, c'est catastrophique. Et du coup, ces profs se retrouvent avec à la fois, je dois faire cours en présentiel et je dois faire cours en distanciel. Et là, ça pose problème. Ça pose un vrai problème. Quand vous passez dans les classes, moi je suis passé physiquement dans les classes, et vous voyez que la bibliothèque, il y a un scotch dessus pour que les élèves ne prennent pas de livres, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Ils n'ont pas le droit. Les petits maternels, les placer sur la cour, il y en a 10, tous disséminés comme ça. Enfin, les petits, ils ont besoin d'appeler leurs copains pour voir une fourmi qui est en train de rentrer, et ils ont besoin de tout ça. Et là, on les prive de ça. Moi, l'image que j'utilise, c'est comme si quelqu'un va se soigner à l'hôpital, on lui dit « Ah non, on ne peut pas vous soigner ». À l'école, on les amène à l'école « Ah non, on n'est pas là pour apprendre ».
Ça, c'est un vrai problème. Oui, ça a changé les codes.